rêver d'aventure, Comme d'explorer le monde. l'univers, la lune. Bonjour, bonjour, j'espère que vous allez bien. On est aujourd'hui le 3 novembre et je viens ouvrir ce vlog. Désolée si la luminosité est pas top, on est le soir déjà. Mais je me suis dit que j'allais prendre la caméra parce que j'ai commencé ce que je vous ai montré dans le vlog précédent, qui est Poète de Lisbonne. J'ai lu les premières œuvres qui sont de Luís de Camões. C'était génial, c'était absolument génial. Luís de Camões, c'est un auteur qui date du XVIe siècle, donc il est né apparemment en 1724. Il est extrêmement connu pour ses œuvres lyriques, il a écrit aussi des comédies et surtout il est très renommé pour son œuvre Les Louisiades, qui est une sorte d'épopée un peu à la Ulysse mais portugaise. Et voilà, il a énormément voyagé, il est parti quand il avait environ 20 ans pour voyager le monde. Je crois qu'il est revenu au Portugal que avant sa mort, 10 ans avant sa mort, donc il a passé quasiment 40 ans à voyager au Maroc, en Asie, en Afrique, peu importe. Il a malheureusement pas été très connu de son époque comme beaucoup d'artistes et il a simplement survécu grâce à une pension du jeune roi de l'époque. Mais après sa mort, il va vraiment jouir d'une reconnaissance portugaise, d'une reconnaissance mondiale absolument totale. Et d'ailleurs le 10 juin, qui est le jour de sa mort, est fêté comme le jour de la langue portugaise. Donc c'est dire à quel point quand même le mec a marqué la littérature lusophone bien longtemps après sa mort. Mais j'ai lu quelques poèmes de lui, donc qui étaient dans l'ouvrage, et des petits extraits de Les Louisiades. Et mon Dieu, c'était magnifique, c'était magnifique. C'était tellement beau que je me dis que ça vaut le coup que je vous en lise un. Et en fait, je pense que cette semaine de vlog va être dédiée à ce livre. Je vais vous parler de chaque poète une fois que je l'ai lu. Je vais vous faire à chaque fois des petits clips et vous lire quelques poèmes. Et puis ensuite, la semaine prochaine, je vous ferai un petit update sur les romans. Mais voilà, je me suis dit que ce serait sympa de découvrir un peu de poésie portugaise cette semaine ensemble. Voilà, élargissons nos horizons. Hein. Je vais vous lire Amour et feu qui embrase en secret de Luís de Camões. Amour et feu qui embrase en secret, une plaie vive qui laisse insouciant. C'est un contentement bien malcontent, une douleur qui rend fou sans blesser. C'est n'avoir pour désir que désirer, c'est marcher solitaire entre les gens, ne pas se contenter d'être content, se perdre alors que l'on pensait gagner. C'est de bon gré être fait prisonnier, en conquérant, servir qui vous conquiert, pour qui vous tue, garder sa loyauté. Mais comment peut-il donc, par sa faveur au cœur des hommes, engendrer l'amitié, s'il porte en lui tant de contraires, amour? Sans déconner. Sans déconner, celui-là je l'ai relu 5 fois d'affilée et je le trouve absolument incroyable. Il y a la version bilingue, donc à chaque fois vous avez la version française et la version en portugais. Évidemment, je comprends pas le portugais, mais à chaque fois je lis quand même la version portugaise pour essayer de comprendre le rythme, de comprendre un peu la musicalité des paroles, la musicalité des vers, parce que la poésie c'est ça, c'est vraiment un parfait entre deux, entre la musique et la prose. Je trouve que le rythme des mots, la musicalité, les allitérations, les sonorités utilisées, je suis pas du tout une experte en poésie, hein, mais je trouve que c'est vraiment hyper important. Et même sans comprendre ce qui est dit, je trouve qu'il y a une certaine magie qui se dégage de la poésie, même en portugais. Et franchement, je trouvais que c'était absolument magnifique. Donc voilà, le prochain c'est Cesário Verde et je vous reprendrai à ce moment-là. En attendant, je vous dis à tout à l'heure. Parce que j'ai terminé de lire les poèmes de Cesário Verde, qui est donc un poète du 19e siècle, de nouveau incompris de son vivant, même s'il a publié des poèmes pendant sa jeunesse, mais apparemment il est très connu pour sa modernité, pour ses poèmes qui sont très ancrés dans le réel et qui n'ont pas vraiment de lyrisme marqué, ce qui
contraste beaucoup avec le poète d'avant. Et c'est vrai que j'ai trouvé que c'était vraiment pas très lyrique, que ces poèmes étaient très ancrés dans le quotidien. Il va vraiment parler de ce qu'il voit, de la rue, des gens qu'il croise, etc. Et du coup justement j'ai été un petit peu moins quand même sensible à ces poèmes-là parce que j'ai eu un peu de mal à rentrer dedans. J'ai pas été très sensible à ce qu'il racontait, à la poésie tout simplement qu'il mettait dans ses vers. C'était pas désagréable à lire forcément, mais voilà, j'ai pas été particulièrement sensible, je me déconcentrais beaucoup pendant la lecture et c'est vraiment la caricature parfaite du poète qui dit que il ressent presque du bonheur, du plaisir à souffrir, vous voyez. Et c'est vrai que moi, cette espèce de complaisance dans le malheur, etc., qui ressort souvent avec les poètes maudits, bon, j'ai un peu du mal parce qu'au bout d'un moment, on a compris, c'est forcément plus dramatique de parler de la souffrance que du bonheur, mais cette espèce de complaisance à souffrir et cette espèce de recherche en fait du mal comme ça pour avoir des choses comme ça très dramatiques exprimées, parfois j'ai un peu de mal. Après, ce qui est agréable, c'est que c'est quand même une poésie qui est très simple, très accessible, parce que justement, on parle du quotidien, il aime beaucoup la campagne aussi, et on va juste évoquer les choses d'une belle manière, on va embellir les choses sans non plus partir dans des grandes envolées littéraires, c'est hyper accessible, c'est des idées simples, des mots simples sur tout ce qui est description de la vie portugaise, de la vie lisboète à ce moment-là, quand il part pas voilà, dans des déclarations très sentimentales et quand c'est vraiment décrire son quotidien, décrire la réalité du bas peuple, etc. J'ai trouvé que c'était agréable parce que c'était presque comme lire en fait un du Zola ou des choses comme ça. C'est quelque chose qui revient souvent dans les auteurs du 19e siècle, cette volonté de vouloir dépeindre la société comme elle est réellement, sans l'embellir, etc. Et c'est quelque chose de très agréable puisqu'on les retrouve dans ces poèmes. Il y a quand même un poème que j'ai particulièrement aimé dans Cesario Verde, c'est Quartier moderne. En fait c'est marrant, il se balade et il imagine les gens et les scènes comme des fruits. Donc voilà, les yeux se transforment en raisin, les seins se transforment en choux, etc. Et je trouvais que c'était hyper original, très bien écrit, un peu déconcertant, même si forcément, comme je vous l'ai dit, d'un point de vue émotionnel, je suis restée très spectatrice. Je trouvais que ce poème était assez rigolo à lire. Et attendez, je vais vous en lire une petite partie, hein, partageons. Quartier moderne, où es-tu? Ah voilà, donc par exemple, il va dire: les olives qui nous dispensent l'huile, noires serrées parmi les vertes feuilles, sont des tresses de cheveux bien coiffées. Et les navets des ossements laiteux, les grappes de raisin, rosèrent Dieu. Il y a des coups, épaules, bouche, mine dans l'allure de certains fruits, parmi les salades rebondies parfumées, comme une ogresse avalant tout cela, trône évoquant un ventre, une pastèque. Et voilà, je trouvais vraiment ça très très chouette. Le dernier poème, Fleur d'antan, par contre, m'a beaucoup plu. Là, j'ai été beaucoup plus sensible au rythme, etc. Ça parle à la perte d'un être cher avec tout ce qui est sentiment de tristesse, de tendresse, de nostalgie, mais un peu de ressentiment aussi, cette expression d'en vouloir à la personne de nous avoir quittés, de nous avoir laissés un peu seuls sur cette terre. Et j'ai trouvé que, de nouveau, c'était très mélodramatique, mais c'était aussi très beau. Le rythme des vers, etc. m'a plus touchée, m'a plus convenu. Et voilà, le fait de décrire les regrets qu'on peut avoir face à la perte d'un être cher et aussi les souvenirs qui ressurgissent partout où on regarde. On regarde une fleur, ça nous fait penser à la personne, on regarde le ciel, ça nous fait penser à la personne, on mange quelque chose, ça nous fait penser à la personne. Voilà, il y a toutes ces émotions et tous ces sentiments qui sont en même temps complémentaires et contradictoires face au deuil, soit que face à une rupture ou vraiment la perte de quelqu'un. Et voilà, ce poème m'a beaucoup plus touchée que les autres. Parce que c'est par rapport à ma sensibilité, ça correspond un peu plus à ce que je recherche en poésie, on va dire. Rien à voir avec les choux et les raisins de la rue et des tavernes, n'est-ce pas? Mais voilà, c'était vraiment très chouette. Et même si Cesario Verde, pour l'instant, c'est pas celui que j'ai préféré, il y a quand même de très bonnes choses à retenir.
pris le temps de découvrir Mario Sacarnero, qui est comme Cesario Verde, un poète du 19e. Lui, il a été orphelin et ensuite, en 1912, il est parti à Paris où il a étudié à la Sorbonne. Il a vécu grâce à l'argent de son père un peu pour profiter de la vie, faire des expériences comme beaucoup de poètes de l'époque. Hein. Et je vais vous lire ce que le livre dit parce que ça représente parfaitement ce que j'ai ressenti en lisant ses poèmes, romans. Apparemment il a écrit un roman aussi et une nouvelle, bon je les ai pas lus mais en lisant ses poèmes du coup. C'est l'un des plus grands représentants de l'école du désenchantement. Il exprime dans un style novateur qui recourt aux expériences sensorielles la dispersion de son être. Extravagant et instable, perdu dans son propre labyrinthe, se débattant dans sa solitude, ses frustrations et ses désespoirs, il va se suicider à Montmartre l'année de ses 26 ans. Donc c'est vraiment l'archétype du poète torturé qui finit par mettre fin à ses jours parce qu'il ne voit pas de sens et de raison à son existence. Et c'est vrai que ça se ressent très très fortement quand on lit ses poèmes. J'ai trouvé qu'ils étaient un peu difficiles à lire tellement ils étaient empreints de tristesse, de dépression. Enfin, il y avait énormément de sentiments très lourds, très négatifs dans ses poèmes et ça m'a rendu hyper triste en fait pour lui. On ressent toute cette désillusion face à la vie, on ressent beaucoup de manque de confiance en lui. Je sais pas si c'est par rapport à son physique, par rapport à son intellect, mais même à travers la poésie, c'est comme s'il n'avait pas réussi à donner de sens à sa vie et que ouais, il était là en train de errer sur cette planète sans savoir pourquoi, sans ressentir aucune joie et ne lisez pas Mario Sacarnero si vous n'êtes pas dans un très bon mood quoi, parce que le mec va vous faire plonger. Il nous explique en fait cette difficulté qu'il a à se sentir entier, à profiter pleinement des choses, à se sentir pleinement aimé, mais aussi à pleinement aimer en retour. Et en fait c'est hyper triste de voir, de comprendre que il s'est jamais senti compris à 100% par quelqu'un, il s'est jamais senti accepté, aimé inconditionnellement. Et ouais, c'est hyper triste. Et il y a un peu aussi cette idée de frustration face à cette incompréhension, comme si en fait il sentait qu'à l'intérieur de lui il y avait quelque chose qui allait pas, qu'il n'était pas normal, qu'il n'était pas comme les autres, mais qu'il n'arrivait pas à mettre le doigt dessus, à identifier ce que c'était. Et du coup, il est là, il erre, il va qu'à ses occupations, mais il y a un peu ce vide qu'il n'arrive pas à comprendre, qu'il n'arrive pas à combler, qui je pense l'a poussé au suicide. Voilà, je sais pas trop quoi dire, moi je sais les poèmes qui parlent de choses vraiment très tristes et te font ressentir des choses vraiment très tristes, autres que la nostalgie, le regret, qui sont des émotions un peu amères mais aussi un peu douces. Tu vois, la nostalgie c'est sympa aussi de la ressentir de temps en temps, etc. Là j'ai trouvé que c'était vraiment noir, que c'était vraiment des sentiments hyper déprimants et j'ai pas trop kiffé. De retour pour vous parler cette fois de Flor Bela Espanca, qui est donc une poétesse portugaise pareil du 19e. C'est d'ailleurs, j'ai appris, l'une des premières femmes à avoir intégré l'université de Lisbonne en droit. Excusez-nous du peu. Et elle a donc eu une vie assez tourmentée, elle a eu 3 mariages, 2 fausses couches, 2 divorces, et son frère est mort accidentellement. Elle a fait aussi 2 tentatives de suicide, et elle va finir par se suicider le soir de son 36e anniversaire. Donc voilà, on est sur une vie remplie de joie et de bonnes nouvelles, n'est-ce pas? Mais elle est considérée comme, pareil, une des plus grandes poétesses de son temps. Et du coup, contrairement à la vibe un peu moderne qu'il y a eu à l'époque, elle avait beaucoup d'exaltation, d'érotisme, de sensualité dans sa poésie. Et du coup, elle a un peu impulsé cette émancipation féminine dans une tradition patriarcale qui est toujours assez présente au Portugal. Donc vraiment féministe avant l'heure, la meuf. Et c'est vrai qu'on ressent un peu cette exaltation dans ses poèmes parce qu'elle utilise déjà beaucoup de points d'exclamation, du coup on a envie un peu de déclamer ses poèmes comme ça, le poing levé, en utilisant toute notre éloquence, etc.
C'est vrai que c'est pas une poésie douce, c'est une poésie qui est hyper dynamique, qui est hyper énergique, et ça se ressent très très fortement quand on la lit. C'est hyper appréciable parce qu'il y a vraiment beaucoup d'assurance, de passion, de confiance en soi dans ces vers, avec une petite pointe un peu de vulnérabilité qui la rend plus accessible, qui sublime un peu le tout, et je trouvais que c'était... Sa personnalité, elle transparaissait beaucoup dans ses poèmes. Elle m'a fait penser un peu à Frida Kahlo. Or, j'adore cette femme, donc évidemment, je ne pouvais qu'être sensible à Flore Bella. Et je vais vous lire un poème qui est aimé, que j'ai beaucoup aimé, justement. Alors, j'espère que je vais bien le dire, parce que pour le coup, je pense qu'il faut avoir beaucoup d'éloquence pour réussir à lire ce genre de poème correctement. Mais... je veux aimer, aimer éperdument, n'aimer que pour aimer, ici, là-bas, lui et puis lui, cet autre et tous les gens. Aimer, aimer et même n'aimer pas. Se souvenir, oublier, ce n'est rien. Nouer ou dénouer, est-ce mal, bien? Celui qui, pour la vie, dit ou prétend qu'on peut aimer quelqu'un, celui-là ment. Il y a un printemps dans chaque vie, nous devons la chanter ainsi fleurie. Si Dieu nous a donné la voix, il faut chanter. Et si un jour je dois être poussière, cendre et néant, que ma nuit soit aurore, que je sache me perdre afin de me trouver. Bon, franchement, je pense que je l'ai hyper mal lu et je lui ai pas du tout rendu hommage, donc désolée Flore Bella, désolée. Je suis pas une grande lectrice de poésie, malheureusement, j'aimerais bien, mais je manque un peu d'entraînement. En tout cas, ce que je retiens, c'est vraiment le côté exalté et vraiment très vivant de ces poèmes. Et ça fait du bien, je trouve, là du coup c'était la 4e de ce recueil, et ça fait du bien de voir quelque chose de plus vivant, d'un peu moins torturé, un peu moins déprimant on va dire que les poètes d'avant. Et j'ai vraiment beaucoup aimé la découvrir, c'était vraiment très chouette. Et pendant que je vous tiens, pendant qu'on est là, je vais aussi vous faire le point sur le dernier poète de ce recueil de poésie, qui n'est autre que Fernando Pessoa. Et donc pareil, Fernando Pessoa, j'ai lu un livre de lui, bon c'était pas un super choix, mais j'ai lu Le banquier anarchiste de lui. Et c'était, voilà, je vous l'ai déjà dit dans le vlog précédent, mais c'était pas la meilleure œuvre pour découvrir son travail. Et du coup, c'était un écrivain du 19e siècle. Pour le coup, lui, je pense que c'est considéré comme le plus grand écrivain portugais, et il est très très connu mondialement. Il a énormément voyagé et c'est lui qui a introduit le modernisme au Portugal. Il est très connu pour sa poésie, mais pas que. Il a écrit plein de romans, de nouvelles, de pièces de théâtre, et notamment sous beaucoup de pseudonymes, comme je vous disais dans le dernier vlog. Et apparemment, il avait, je crois, 40 pseudonymes avec vraiment une création de personnages, une création de personnalité derrière chaque auteur. C'est pas simplement il a inventé un nom, non, il a inventé un passé, il a inventé une personnalité, il a inventé un métier, etc. à la personne en fait dont il empruntait le nom. Et du coup, il a su écrire, il a su jouer avec la littérature de plein de manières, puisque chaque pseudonyme a son propre genre. Et ça, je trouve ça incroyable, le fait d'avoir cette capacité à jouer avec les styles, à changer, à varier, à jouer avec les mots et à réussir à écrire totalement différemment en fonction du pseudonyme qu'on utilise. Je trouve que c'est déjà assez difficile d'écrire correctement une fois. Le mec écrit correctement 40 fois. Bon bah franchement, chapeau. Et à la fin, quand il est mort, on a retrouvé plus de 25 000 textes inédits dans une malle. Et du coup, il y a énormément de choses à lire de Fernando Pessoa, pour notre plus grand bonheur. Alors pour le coup, Fernando Pessoa, sa poésie, elle est un peu plus philosophique et elle ressemble presque à de la prose parfois. Et il utilise beaucoup moins le système de rime que les autres, même s'il y a quand même des poèmes qui sont rimés. Et il parle beaucoup du métier de poète. Il le dédramatise beaucoup, notamment il y a un poème qui s'appelle « Cela », je crois. Attendez, je vais le retrouver. Ouais, c'est ça, il s'appelle « Cela ». Il est vraiment très simple, il est très simplement écrit, mais il parle du métier de poète, et ce que j'ai trouvé, ce qu'il disait était très intéressant. On dit que je feins ou mens tout ce que j'écris, mais non. Moi, je sens tout simplement avec l'imagination, et non pas avec le cœur. Tout ce que je rêve ou souffre, et ce qui me manque ou meurt, est un peu comme une terrasse sur une autre chose encore. C'est pourquoi j'écris parmi ce qui n'est pas près de moi, libéré de tout émoi, sérieux de ce qui n'est pas. Sentir? Que sente qui lit? Et ça, j'ai trouvé très chouette. Le fait de se dire, je ressens avec l'imagination. Je peux parler, je peux écrire à propos de ce que je n'ai pas forcément ressenti, mais de ce que j'imagine, voilà, de comment je me sentirais, comment je vivrais telle chose, ce que je sentirais à ce moment-là.
imaginer à quoi ressemble cette douleur, à quoi ressemble cette joie, et de se dire en fait que t'as autant de légitimité à parler de quelque chose que tu n'as pas forcément ressenti, mais voilà, t'as le droit de dire voilà comment j'imagine que c'est, et peut-être que des gens seront d'accord, peut-être que des gens seront pas d'accord, mais en fait chaque sensation est unique aussi à chaque personne, et tu peux pas dire bah voilà ce que la colère représente, et voilà ce que ça signifie, voilà comment t'es censé la ressentir, parce qu'en fait il y a plein de manières de ressentir de la colère par exemple, et ça dédramatise un peu ce rôle de poète qui est de parler de grandes sensations et presque de rechercher la douleur, comme on a vu avec les autres qui étaient un peu torturés et qui presque se complaisaient dans la douleur, pour pouvoir exprimer des choses très dramatiques, de se dire il faut que je l'expérimente, et là, bah pas forcément. Il a le droit de parler de ce dont il a envie, et c'est au lecteur ensuite de ressentir les choses comme il en a envie de nouveau, et selon son propre prisme, et je trouvais ça hyper chouette. De développer cette idée. Et du coup, ouais, c'est une poésie qui est un peu plus introspective, on va dire. Elle est plus tournée vers soi que tournée vers les autres. Il va pas forcément parler de ce qu'il voit autour de lui, de la société, etc. Il va juste parler de ce qu'il ressent. Je vous dis, il y a une dimension un peu philosophique qui est vraiment tournée vers soi-même. Et il va aussi parler du fait qu'il n'a pas du tout de succès, parce que malheureusement, comme tous les autres, il n'a pas du tout été connu de son vivant. Il va parler du fait qu'il n'a pas atteint le succès espéré, mais il n'en parle pas avec regret, avec désespoir, un peu comme les autres. Il en parle juste, bon bah voilà, c'est un fait, mais dans tous les cas, je suis fait pour écrire, je vais continuer à écrire, et il y a une forme d'acceptation, il y a une forme de se laisser aller, de continuer à faire ce qu'il aime sans non plus rechercher le succès. S'il l'atteint, tant mieux, s'il l'atteint pas, tant pis, mais dans tous les cas, il est fait pour écrire, il continuera à écrire, et j'ai trouvé ça très beau de se dire que voilà, on est fait pour quelque chose, et on va accomplir ça, et peu importe si on trouve notre public ou pas, on aura quand même en quelque sorte accompli ce qu'on était censé faire sur cette terre, et il y a une grosse maturité en fait, et peut-être que c'est ça aussi qui joue. Les autres sont morts très jeunes, se sont suicidés très jeunes, et lui a atteint quand même un certain âge, donc peut-être que c'est un poème qu'il a écrit après avoir atteint justement un certain âge, donc il y a une certaine maturité qui ressort. Et je tiens à souligner avant de fermer ce vlog, le travail de traduction. Le travail de traduction est exceptionnel, et comment s'appelle la traductrice ? Elle s'appelle Élodie Dupot. Donc Élodie Dupot, exceptionnel travail de traduction, hein, je tiens à souligner, parce que traduire un roman, c'est déjà hyper difficile. Réussir à retranscrire la plume de quelqu'un, etc. Il y a un sens du rythme, il y a un sens des mots, il y a un sens de la formulation, de l'orthographe, etc., de la grammaire qu'il faut vraiment maîtriser. Mais la poésie, c'est genre next level. Traduire de la poésie, c'est encore plus difficile parce qu'il y a l'aspect rime, il y a l'aspect rythme. Apparemment, elle a vraiment respecté le nombre de syllabes, sauf quelques exceptions, mais elle a vraiment respecté le nombre de syllabes identiques en portugais et en français. C'est incroyable. Enfin, la beauté du texte en français est, je pense, équivalente à la beauté du texte en portugais. On arrive à ressentir le style de chacun de ces poètes et poétesses en français grâce au travail de traduction. Donc pareil, incroyable. Et elle a vraiment réussi à respecter ce rythme, à respecter cette beauté des mots, cette beauté de la formulation, cette beauté des rimes. Et je tiens à tirer mon chapeau à cette femme, parce que son travail, ça devait être un travail de longue haleine, et je pense que ça lui a demandé beaucoup de temps, beaucoup de réflexion. Je pense qu'elle a dû changer parfois un mot par-ci, un mot par-là, mais des centaines de fois avant de trouver vraiment la formulation parfaite. Mais ouais, c'était un super recueil de poésie. J'espère en tout cas que cette petite découverte des poètes portugais, lisboètes, en ma compagnie vous aura plu. Je suis désolée pour toutes ces déclamations de poèmes qui ne seront probablement pas à la hauteur des magnifiques vers de ces artistes. J'ai un peu bégayé, et je pense que ça rend très peu hommage à la beauté de ces poèmes. Mais voilà, j'espère que ce vlog vous aura plu. Je vais couper ici pour cette semaine. En attendant, je vous fais plein de bisous. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous aurez passé un agréable moment en compagnie, et je vous dis à la prochaine.